Et on poursuit cette émission avec Stéphanie Goujon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Le French Impact. Vous êtes également coprésidente du groupe de travail Financer la transition écologique dans les territoires au Cercle de Giverny, qui est le premier rendez-vous annuel de la RSE. D'abord, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que Le French Impact ? Bien sûr. En fait, c'est issu d'une initiative gouvernementale qui vise à être un peu l'équivalent de la French Tech, mais pour l'économie à impact, l'économie de territoire. Et donc, concrètement, on fait trois choses. Un, on identifie des projets prometteurs à impact sur l'agroécologie, les mobilités douces, toutes les questions d'autonomie, par exemple. Deuxième chose, on facilite l'accès au financement pour ces projets. On a notamment des programmes avec des fonds d'impact investing. Je crois que vous receviez récemment Marc Menesdé de Founder Future, voilà, qui est un de nos partenaires. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on fait connaître ces projets de territoire, ces formidables solutions qui fonctionnent. On les fait connaître au pouvoir public, aux fonctionnaires, aux administrations, pour inspirer le service public de demain. Vous avez un petit coq vert aussi ou pas? Non, j'ai pas un petit coq vert, j'ai un collier vert d'habitude. Ah ouais, mais là, avec le décor à fond vert, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est à la fois social et environnemental, parce que nous, notre définition de l'impact, qui est un mot un peu valise, qu'on entend beaucoup, c'est que c'est de la triple performance. C'est de la performance économique, sociale et environnementale. Les trois sont imbriqués, sont indissociables. Donc vous êtes loin de la décroissance. Alors, décroissance, nous, on n'aime pas les termes croissance, décroissance. Pour en sortir, on aime bien parler de prospérité aussi et de bien signifier que c'est une question, l'impact, c'est une question territoriale avant tout. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est qu'il y a des solutions qui sont adaptées, parce que c'est une économie de proximité, au plus près des besoins, donc qui viennent, j'en sais rien moi, de Figeac, de Strasbourg, on était hier, de Marseille, où mon équipe est aujourd'hui. Et ces solutions, elles génèrent des emplois. Donc, on n'est pas dans la décroissance en ça. On génère des emplois non délocalisables. Je vais vous citer un exemple à Romans-sur-Isère de relocalisation industrielle. Ouais. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Archer. Il y a quelques années, quand la dernière usine de fabrication de chaussures a fermé, vous imaginez la catastrophe humaine et économique. Eh bien, ils ont repris l'usine avec un chantier d'insertion. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a 1000 salariés en France, à Romans-sur-Isère, et ils fabriquent, je crois, 4000 ou 5000 paires de chaussures par an. Ils viennent de lancer un partenariat avec une marque de textile un peu tendance. Donc, c'est du concret. Et ça marche parce que ça vient des territoires. Et c'est en ça que nous, on travaille notamment dans le cadre du plan de relance pour que ce soit, pardon pour l'anglicisme, mais pas top-down, mais bottom-up, si vous voulez, quelque part. Alors, c'est girondin, on va dire, voilà, c'est ça. C'est une approche girondine du plan de relance. Voilà, justement, cette relance, on en parle beaucoup avec ce fameux plan de 100 milliards. Comment faire en sorte que ce plan de relance-là soit effectivement inclusif à tous les niveaux et qu'il embarque finalement l'ensemble du territoire français ? Tout à fait. C'est effectivement un paradoxe, ou en tout cas une asymétrie potentielle à résoudre au démarrage. C'est qu'il y a des annonces exceptionnelles qui sont faites par le gouvernement, par Bercy, les 100 milliards. Et en même temps, il y a une attente forte des territoires. Et voilà. Et quelles sont les retombées réelles, rapides, vers les projets à impact. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Ouais. Les projets à impact social et environnemental qui génèrent de l'emploi non délocalisables et visibles de populations qui se sentent parfois un peu délaissées. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend pas mal de levées de fonds un peu bling-bling, voilà, sur des... Voilà, mais sympathiques, hein, sur des futures licornes. Moi, j'en ai jamais vu que dans la chambre de ma fille, des licornes. C'est bien. Mais nous, on travaille sur des projets qui emploient des gens, des vrais gens qui sont en France, sur les territoires, et qui travaillent, qui sont sur des emplois qui sont utiles immédiatement à la société. Je vais vous citer un autre exemple sur les mobilités. Alors, on est à Paris ici, et j'aime le vélo, mais tout le monde ne pourra pas prendre son vélo quand il y aura 50 km à faire pour aller chercher son boulot. Bon. Donc, il y a une initiative qui s'appelle Ecov, qui a créé en fait des lignes de covoiturage, c'est comme des lignes de bus, entre des zones rurales, des zones peu denses, on va dire, et des agglomérations. C'est hyper concret, ça implique aussi les citoyens, donc c'est un peu du service public partagé, si vous voulez. Et il y a aujourd'hui une trentaine de lignes de covoiturage et il mériterait d'en avoir 50, 100, 36 000, puisqu'on a 36 000 communes en France. Voilà les exemples très concrets sur lesquels on travaille aujourd'hui au French Impact.
Alors justement, je vais rebondir quand même sur ce que vous dites sur les licornes, parce qu'effectivement, on en parle beaucoup et peut-être qu'on parle un peu moins de ces entreprises industrielles dans les territoires. Néanmoins, il faut quand même peut-être à un moment que les deux cohabitent et il n'y aura pas d'émergence de grandes entreprises à impact dans les territoires si on n'a pas aussi des avancées technologiques. Tout à fait. Alors nous, on aime les champions au French Impact, les locomotives, et on aime aussi les licornes. Si on parle des futures licornes du social et environnemental. Ce qui compte, c'est quand même l'objet aussi de l'entreprise. Et vous avez dit le mot qui est juste, c'est la cohabitation, c'est la coopération. En fait, on peut dire qu'on est pour une biodiversité de l'excellence, qui est des petits, des gros, des académiques, des entrepreneurs, les décideurs publics. Nous, notre job au quotidien, c'est vraiment une méthode aussi de mettre autour de la table ces différents univers qui ne se parlent pas assez, sur une base territoriale, le plus souvent, pour qu'in fine, il y ait des meilleurs projets qui soient proposés aux citoyens et que ça marche et que voilà, on ne soit pas uniquement dans le discours sur la transformation du modèle, mais qu'on soit sur des projets qui naissent et qui transforment le modèle et que ça se voit pour les citoyens. Donc bien sûr, il faut cohabiter et moi j'ai un credo sur les alliances pouvoir public, grands groupes, innovateurs sociaux et il faut juste que les fonds qui sont mobilisés aujourd'hui fassent bien attention quand même d'aller sur ces projets à impact social et environnemental, parce que c'est ça qui va un peu nous protéger aussi des méga-feux, des inondations, des crises sociales. Voilà, donc cet objet, il est quand même extrêmement important. Et le rôle des investisseurs, il sera clé. Nous, on travaille, vous avez souligné qu'on a coprésidé le travail sur le financement de la transition dans les territoires. Et on compte sur les investisseurs et on travaille avec eux pour que justement, l'argent qui est là, qui est disponible, il aille juste au bon endroit. Comment vous faites travailler justement les acteurs publics avec les grands groupes et avec les territoires ? Alors, ça va être beaucoup sur une base territoriale. Donc, par exemple, en ce moment, on travaille sur le plan de la relance en région PACA. Donc, on a réuni une task force. Il y a la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il y a l'Agence de développement économique Rising Sud. Il y a le sous-préfet à la relance qui intervient. Il y a la région qui est aussi dans les tuyaux. Et l'idée, c'est du coup, on travaille sur des thématiques. Encore une fois, on est dans le concret, nous. Donc, on a des grands enjeux. On n'a pas épousé tout le plan de relance. Prochainement, ce sera sur le tourisme durable qu'on va bosser. On a déjà travaillé sur l'économie circulaire et sur l'agroécologie. Donc, on met les acteurs qui détiennent le financement autour de la table. On met les porteurs de projets. C'est ça notre force aussi. C'est d'être avec les porteurs de projets autour de la table et potentiellement aussi l'État, la région qui peuvent jouer un rôle facilitateur au-delà du financement. Voilà. Donc, c'est du très concret. On connaît les projets. On sait qu'ils ont besoin de financement. On connaît les décideurs publics. On connaît les investisseurs. On les met ensemble. On les réunit. En plus, maintenant, on peut le faire aussi en distanciel, donc ça rend les choses peut-être un peu plus pratiques. Vous voyez que moi aussi j'aime le numérique. Et voilà, et c'est ce savoir-faire-là qui permet in fine qu'on sait faire cette tuyauterie un peu du dernier kilomètre entre le plan de relance et les projets. En tout cas, cette transformation, selon vous, elle ne peut pas se faire sans volonté de l'État ? Il faut que vraiment l'État soit moteur là-dessus. Les industries toutes seules dans leur coin, en territoire, elles ne peuvent pas s'engager toute seule dans ce mouvement ? L'État, il peut jouer un rôle de facilitateur, un rôle de catalyseur, un rôle de stratège. C'est pour ça que j'insiste aujourd'hui, et encore une fois, j'aime la tech, on est amis avec la French Tech, mais attention au numérique pour le numérique. Il faut le numérique au service de l'impact social et environnemental. Donc, bien sûr, l'État a un rôle à jouer là-dedans. Il joue son rôle avec le plan de relance. Après, il faut jouer cette coopération entre l'État, les régions, les agglos. Voilà. Et c'est ça où il faut, créer des passerelles, des ponts. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que la plupart des entreprises qui se créent, elles intègrent dès leur naissance, dès leur fondation, en fait, tous ces enjeux d'impact. Il n'y a plus quasiment aucune start-up qui ne soit pas tech for good. C'est plus difficile pour transformer des sociétés qui sont déjà installées depuis longtemps ? Je pense qu'il y a un mouvement, quand même, une tendance qui est en place. Après, bien sûr, quand on est dans un grand groupe, que vous avez 100 000 salariés, il y a forcément un facteur d'inertie qui est inhérent à la taille. Mais justement, une des solutions là-dessus, c'est de promouvoir des alliances entre des grands groupes et des innovateurs sociaux.
On peut citer, et ça peut être gagnant-gagnant, on peut citer un exemple de joint venture sociale. Si vous connaissez l'expression, c'est une joint venture entre un grand groupe et une entreprise sociale. Entre Vinci, par exemple, sur des métiers en tension dans le BTP, et un chantier d'insertion qui s'appelle ARES, qui va être en capacité d'aller chercher des gens éloignés de l'emploi, de les former au métier du BTP, qui, in fine, trouveront très vite des débouchés, puisqu'il y a une question de métier en tension avec Vinci. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret qui permet aussi à un grand groupe d'être plus inclusif. Et donc, je crois beaucoup à ces alliances-là qui vont inséminer de manière positive, en fait, le virus de l'impact dans les grands groupes. Merci beaucoup, Stéphanie Goujon, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Le French Impact.